Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo consacrée aux idées du module liaison chimique pour les filières SMC, SMP, S2, on va traiter les exercices 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Exercice numéro 4. On considère les espèces suivantes: NH4+, XEF2 et AlCl3. Première question. On vous demande d'indiquer pour chaque espèce le type AXN-EN, la forme de base et la forme réelle, les représenter dans l'espace. Deuxième question. Donnez pour chaque espèce l'angle de liaison en justifiant bien sûr. Alors pour l'ion moléculaire NH4+, donc on commence par déterminer sa structure de Lewis. D'abord la structure de Lewis des atomes constituant cet édifice. Pour l'azote, donc la couche de valence c'est 2s2 de P3. Sa structure de Lewis, ça va être un doublet et 3 électrons célibataires. Pour l'hydrogène 1s1, donc un électron célibataire dans la couche de valence. Donc NH4+, c'est un édifice qui est chargé positivement, c'est-à-dire que c'est NH4 qui a perdu un électron. Et l'atome qui va perdre un électron, c'est l'atome le plus électropositif. En l'occurrence, dans ce cas, c'est l'hydrogène pour donner le proton H+. Alors, pour la construction de la molécule, nous avons l'azote avec 3 électrons célibataires qu'il va partager avec les électrons célibataires des hydrogènes pour former les liaisons de covalence normales. Chaque atome va apporter son électron célibataire. Et avec le proton, l'azote va transférer son doublet, va le mettre en commun avec le proton pour faire une liaison. Donc c'est un transfert, il s'agit d'une liaison de transfert de charge. Autrement dit, c'est une liaison dative. Donc l'azote va partager son doublet, c'est-à-dire qu'il va perdre une charge, donc il va acquérir une charge positive. Le proton va gagner un électron, donc moins avec plus, ça va devenir neutre. Et la charge positive, globalement, va être située au niveau de l'atome central dans ce cas. La liaison dative est représentée par une flèche dans le sens du transfert de charge, c'est-à-dire de l'azote vers l'hydrogène dans ce cas. Type moléculaire, donc on voit que l'azote N, elle forme, donc on a dans sa couche périphérique 4 paires liantes. Donc ça va être type moléculaire de type AX4. P est égal à 4. Et la figure de répulsion correspondante dans ce cas, ça va être un tétraèdre avec un angle de 109,45 degrés. Et la géométrie de cet édifice, ça va être un tétraèdre parfait avec un angle de valence exact de 109,45 degrés égal à l'angle théorique. Si on fait un parallèle avec la théorie d'hybridation, pour l'azote, on a n est égal à 4, c'est-à-dire le nombre de liaisons sigma est égal à 4, donc il s'agira de l'hybridation de type sp3. Pour HXEF2, donc le xénon, c'est un gaz rare, sa couche de périphérique donc elle est saturée, et dans ce cas c'est 5s2, 5p6, donc Xe avec 4 doublets électroniques. Pour le fluor qui est un halogène, donc Z égale à 9, sa configuration électronique de la couche de valence c'est 2s2, 2p5, donc on aura 3 doublets et un électron célibataire. Alors Xe va former deux liaisons avec deux fluors, donc il faut qu'il dispose de 2 électrons célibataires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un réarrangement des électrons de valence. Passé à l'état excité, donc on va former 2 électrons célibataires qu'il va pouvoir maintenant partager avec les deux fluors pour former 2 liaisons de covalence normale. Donc, globalement, sur l'atome central qui est le xénon dans ce cas, on a 3 paires non liantes et 2 paires liantes. Le type moléculaire dans ce cas, ça va être type AX2, E3. Donc, P est égal à 5. La figure de répulsion, ça va être une bipyramide à base trigonale. Et dans ce cas de figure, donc, il faut distinguer 2 positions différentes. Nous aurons des positions axiales et des positions équatoriales.
Et les angles entre les directions, donc on aura deux angles, des angles de 120 degrés entre les directions équatoriales et un angle de 90 degrés entre la direction axiale et une direction équatoriale. La géométrie moléculaire dans ce cas, donc les fluors vont occuper les positions axiales, ça va être une géométrie linéaire. Les doublés libres vont occuper les positions équatoriales de manière à ce qu'ils soient le plus loin les uns des autres. Donc ils occupent les positions équatoriales parce que l'angle entre ces directions est de 120 degrés. Si on fait un parallèle avec la théorie d'hybridation, la même chose, pour xénon, donc on aura 2 sigma et 3 doublés libres, c'est-à-dire n est égal à 5, donc il s'agira de l'hybridation sp3d1. Pour AlCl3 que nous avons vu auparavant, l'aluminium, donc la couche de valence est 3s2, 3p1, c'est-à-dire qu'on aura un doublé électronique et un électron célibataire sur la couche de valence. Pour le chlore qui est analogique, on a déjà vu, donc sa couche de valence c'est 3s2, 3p5. Structure de Lewis, donc c'est 3 doublés et un électron célibataire. Donc l'aluminium va être lié avec 3 chlores, donc il faut qu'il dispose de 3 électrons célibataires. On va passer à l'état excité pour former 3 électrons célibataires, qu'il va pouvoir maintenant partager avec les 3 chlores pour former les 3 liaisons de covalence normale. Alors sur l'atome central qui est l'aluminium, on voit qu'on a 3 paires électroniques liantes. On n'a plus de paires non liantes. Donc ça va être type moléculaire AX3. P est égal à 3 dans ce cas. La figure de répétition correspondante, c'est un triangle équilatéral avec un angle entre les directions des paires qui est égal à 120 degrés. Et la géométrie moléculaire, ça va être aussi un triangle équilatéral avec un angle de valence qui sera égal à l'angle théorique qui est de 120 degrés. Si on fait un parallèle avec la théorie d'hybridation, donc pour l'aluminium, on a 3 sigma, donc n est égal à 3, donc il s'agira de l'hybridation type sp2. On passe à l'exercice numéro 5. On donne les angles suivants. Dans la molécule NH3, l'angle HNH vaut 107 degrés. Dans la molécule H2O, l'angle HOH vaut 105 degrés. On vous demande d'expliquer la différence entre ces deux valeurs. Pour ceci, tout d'abord, il faut construire ces deux molécules et déterminer leur géométrie. Donc on va utiliser la théorie de Lewis pour déterminer la structure de Lewis. D'abord, donc celle de l'oxygène qu'on a déjà vu dans la couche de valence, donc vous avez 2 doublés et 2 électrons célibataires. Pour l'hydrogène, donc un électron célibataire. Donc l'oxygène va partager ses électrons célibataires avec les 2 hydrogènes pour former 2 liaisons de covalence normale. Pour NH3, donc pour l'azote, la couche de valence c'est 2s2, 2p3, un doublé et 3 électrons célibataires qu'elle va pouvoir partager avec les électrons célibataires des 3 hydrogènes pour former NH3. Dans le cas de H2O, on a 2 doublés libres et 2 paires liantes. Dans le cas de NH3, nous avons une paire non liante et 3 paires liantes. Donc, type moléculaire pour H2O, ça va être type AX2E2. Et pour NH3, c'est type AX3E. Dans les deux cas de figure, nous avons le nombre de paires électroniques globales est égal à 4. Donc la figure de répulsion, ça va être la même, ça va être un tétraèdre avec un angle théorique entre les directions des paires électroniques de 109,45 degrés. On va reprendre donc la figure de répulsion pour l'angle théorique de 109,45 degrés. Pour NH3, donc les hydrogènes vont occuper 3 positions. Une position va être occupée par le doublé libre. Donc la géométrie de la molécule, ça va être une pyramide à base trigonale. Et l'angle dans ce cas égale à 107 degrés. Pour H2O, 2 directions vont être occupées par les 2 doublés libres et les autres directions par les paires liantes. Donc la géométrie de la molécule, dans ce cas, ça va être une géométrie coudée, angulaire ou bien en V, et l'angle de valence, dans ce cas, égal à 105 degrés. Le doublé libre occupe plus d'espace autour de l'atome central qu'une paire liante. Un doublé libre, il est volumineux par rapport à paires liantes qui sont dirigées
suivant la liaison. Donc l'interaction paire non liante est plus forte que l'interaction paire non liante paire liante. Ce qui explique que l'angle HNH sera supérieur à l'angle HOH. Autrement dit, lorsque le nombre de paires non liantes augmente sur l'atome centrale, les répulsions entre doublé libre augmentent et les répulsions entre doublé libre et liaison et doublé liant ou bien paire liante augmentent aussi. Donc il y aura fermeture de l'angle, c'est-à-dire diminution de l'angle de valence. Exercice numéro 6. Première question. À l'aide de la théorie de Gillespie, précisez la géométrie des molécules suivantes H2O, H2S, H2SE et H2TE. Deuxième question. Expliquez comment varient les angles de liaison HXH dans ces molécules. Tout d'abord, donc, on va construire ces molécules. Pour l'oxygène, le soufre, le sélénium et le tellure, appartiennent tous à la feuille de l'oxygène. Donc ils appartiennent au même groupe, ils sont dans une même colonne dans le tableau périodique. La configuration électronique de la couche de valence est la même, donc de type NS2, NP4. Donc la structure de Lewis, deux atomes, donc c'est la même, donc nous avons deux doublés électroniques et deux électrons célibataires sur la couche de valence pour les 4 éléments. Donc, ces éléments vont partager les deux électrons célibataires avec deux hydrogènes pour former deux liaisons. Donc, globalement, sur l'atome central, on aura deux doublés, deux paires non liantes et deux paires liantes. Donc, le type moléculaire, ça va être AX2E2, donc P est égal à 4. La figure de répulsion, donc, ça va être un tétraèdre. Et l'angle théorique attendu, c'est 109,45 degrés. La géométrie donc coudée, angulaire ou en V. Alors ces 4 éléments, donc comme on l'a déjà dit, ils appartiennent au même groupe. Donc on a l'oxygène N est égal à 2, S N est égal à 3, SE N est égal à 3, à 4 et TE N est égal à 5. On sait que l'électronégativité augmente lorsqu'on passe le bas vers le haut dans le tableau périodique. Autrement dit, l'électronégativité de tellure est inférieure à celle de sélénium, inférieure à celle du soufre qui est inférieure à celle de l'oxygène. Donc le plus électronégatif des 4 est l'oxygène. Si on représente les 3 molécules, on sait que l'électronégativité, c'est le pouvoir d'attirer les électrons vers soi. Lorsque l'électronégativité de l'atome central augmente, donc elle augmente de tellure vers l'oxygène, les paires liantes vont être attirées vers l'atome, vont se rapprocher de l'atome central. Lorsqu'elles s'approchent de l'atome central, c'est-à-dire elles vont se rapprocher entre elles. Et les forces de répulsion vont augmenter. Donc l'angle va augmenter, c'est-à-dire qu'il y aura une ouverture de l'angle valentiel. Donc plus l'atome central est électronégatif, plus les paires liantes sont attirées vers l'atome central et plus la force de répulsion entre ces paires augmente, ce qui entraîne une ouverture ou bien augmentation de l'angle de valence H à H. D'où le classement suivant. Donc l'angle HTEH est inférieur à celui de HSEH, inférieur à l'angle HSH et inférieur à l'angle HOH. Exercice numéro 7. On vous demande de classer suivant l'angle de liaison XPX les molécules suivantes PI3, PBr3, PF3 et PCl3. Donc c'est la même logique que l'exercice précédent. Alors donc pour ces molécules, donc tout d'abord pour le phosphore, on a la configuration électronique c'est 3s2 3p3, donc c'est la structure de Lewis P avec un doublé 3 électrons célibataires, pareil à celui de l'azote parce qu'ils appartiennent au même groupe. Le fluor, le chlore, le brom et l'iode, ce sont des halogènes, donc ils doivent partir du groupe C7A. Leur couche de valence, donc ils se forment de NS2, NP5. Leur structure de Lewis sera la même.
Donc ça va être un X avec 3 doublés et un électron célibataire. Donc le phosphore va partager ces 3 électrons célibataires avec 3X, donc pour former la molécule PX3. Donc on a, ce sera une molécule de type AX3E, figure de répulsion, donc c'est un tétraèdre. Une direction va être occupée par le doublet libre, et la géométrie de la molécule donc, va être une pyramide à base trigonale. Alors, donc les halogènes, elles appartiennent, donc ils sont dans un même groupe. L'électronégativité augmente lorsqu'on passe de bas vers le haut, c'est-à-dire l'électronégativité la plus petite, ça va être celle de l'iode, suivie du brome, suivie du chlore, et le plus électronégatif, c'est le fluor. Si on prend deux molécules de l'extrême, c'est-à-dire on va prendre PI3 avec E le moins électronégatif et PF3 avec F le plus électronégatif, alors lorsque l'électronégativité donc de X augmente, entre I et F, la paire d'ions va être attirée plus vers X. Lorsqu'elles sont attirées vers X, donc elles vont s'éloigner, ces paires électroniques vont s'éloigner entre elles. Lorsqu'elles s'éloignent entre elles, donc la force de répulsion va diminuer, d'où la fermeture de l'angle, ou bien diminution de l'angle de valence. Plus les atomes X, ou bien les ions sont électronégatifs, plus les paires d'ions sont éloignées de l'atome central, et plus la force de répulsion entre ces paires diminue, ce qui entraîne une fermeture ou bien diminution de l'angle de valence XPX. D'où le classement suivant. L'angle FPF sera inférieur à celui de CLPCL, inférieur à celui de PRPBR, inférieur à l'angle IPI. L'exercice numéro 8. On considère les molécules HF, HCl, HBr et HI. Si la liaison entre l'hydrogène et l'halogène était purement ionique, quelle serait en deux bails la valeur du moment dipolaire de chacune de ces molécules? On donne les longueurs des liaisons en angstrom pour les 4 molécules. Alors le moment dipolaire d'une liaison est donné par la formule suivante: nu est égal à Q fois D, avec Q la charge électrique et D distance séparant les deux charges. Autrement dit, c'est la longueur de la liaison. D est exprimé en angstrom et Q égale delta E, c'est-à-dire le nombre de charge E, ou bien la fraction de la charge E. On a nu est égal QD, donc est égal delta ED, est égal à delta fois la charge d'un électron qui est 1,610-19 coulombs, fois D, donc on va convertir D en mètres, donc on va multiplier par 10 à la puissance moins 10, sera égal à 1,6 delta D 10 moins 29 en coulomb mètre. Pour convertir donc cette unité en deux bails, on va diviser par 3,33 10 moins 30 et on va voir la valeur 4,8 delta D en deux bails. Alors, liaison est dite purement ionique, c'est-à-dire delta est égal à 1, c'est-à-dire que la charge sur les épaules est équivalente à celle d'un électron. Donc, nu théorique, ça va être égal à 4,8 delta D, delta est égal à 1, donc est égal à 4,8 D. Donc on peut calculer maintenant nu théorique pour les 4 molécules, sachant leur longueur de liaison. Il suffit de multiplier la longueur de liaison en angstrom par 4,8 pour avoir le moment dipolaire théorique exprimé en deux bails. On voit dans ce cas de figure que le moment dipolaire augmente lorsqu'on passe de HF vers HI. Deuxième question. En fait, on trouve expérimentalement les valeurs suivantes des moments dipolaires en deux bails. Donc nu HF 1,82 jusqu'à nu HI qui est égal à 0,38 2 bails. Ces valeurs étant différentes de celles trouvées précédemment, on est amené à supposer que les liaisons sont partiellement ioniques. Donc on vous demande de calculer les valeurs de delta pour les 4 molécules considérées. Quelle remarque peut-on faire concernant la série des halogénures d'hydrogène proposées? Alors, delta, c'est le rapport entre nu expérimental, ou bien nu réel, avec nu
théorique. Nu théorique, c'est-à-dire on considère que la liaison est purement ionique, c'est-à-dire delta est égal à 1. Alors, donc d'où le tableau suivant, on a nu théorique qu'on a déjà calculé auparavant, nu expérimental donné dans cet énoncé. Donc pour déterminer delta, donc il suffit de faire le rapport nu expérimental sur nu théorique. On trouve 0,408 pour HF, 0,173 pour HCl, 0,116 pour HPR et 0,048 pour HI. Dans le tableau périodique, donc je reprends toujours la colonne des halogènes dans le tableau périodique. On a F, Cl, Br, I, donc c'est-à-dire que l'électronégativité la plus grande c'est celle du fluor et la plus petite c'est celle de l'iode. Donc lorsque l'électronégativité de X augmente, donc on passe de I vers F, la polarité de la liaison augmente parce que l'élément étant plus électronégatif, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'attirer les électrons plus vers lui, la valeur de delta augmente. Implique donc le caractère ionique de la liaison croît de HI vers HF. Donc HF est plus ionique que HI. Exercice numéro 9. Dans la molécule d'eau, l'onde HOH a pour valeur expérimentale alpha égale 105 degrés. Première question, on vous demande de calculer le moment dipolaire de cette molécule, en considérant qu'elle est égale à la somme vectorielle des moments dipolaires des deux liaisons OH. Deuxième question, on vous demande de calculer le pourcentage ionique de la liaison OH dans H2O, et on vous donne le moment dipolaire de la liaison OH ainsi que la longueur de la liaison OH. Donc, tout d'abord, on va calculer le moment dipolaire de la molécule H2O. On sait que l'électronégativité de l'oxygène est supérieure à celle de l'hydrogène. Donc, automatiquement, la liaison OH aura un moment dipolaire. Suivant cette liaison OH, donc le moment dipolaire est toujours, dans notre cas, dirigé du pôle positif vers le pôle négatif. Donc, nous avons la molécule H2O. Les moments dipolaires sont dirigés du pôle positif vers les pôles négatifs. Et l'angle valentiel dans ce cas est égal à 105 degrés. Alors pour faire la sommation de ces deux vecteurs, on va faire une petite translation des vecteurs et on va calculer la résultante tout simplement de ces deux vecteurs pour avoir globalement le moment dipolaire global de la molécule H2O. Donc le moment dipolaire nu H2O est la résultante des vecteurs nu H2O et sera égal à la somme des vecteurs nu OH plus vecteur nu OH. Donc on passe au module nu H2O au carré, donc sera égal à nu OH au carré plus nu OH au carré plus 2 nu OH cosinus de alpha, qui sera égal à 2 nu OH cosinus de alpha sur 2. Donc application numérique, nu H2O sera égal à 1,84 de Baye. On a nu OH, c'est donné, nous avons alpha aussi, c'est donné. Donc il suffit de faire une application numérique pour déterminer le moment dipolaire global de la molécule H2O. Dans ce cas, il est égal à 1,84 de Baye. Pourcentage ionique de la liaison dans H2O. Pourcentage ionique, c'est le rapport entre nu expérimental, entre le moment dipolaire expérimental et le moment dipolaire théorique multiplié par 100. Donc, nu, c'est 4,8 delta T, avec D en angstrom. Nu théorique, donc on suppose que delta, donc nu théorique, ça correspond à delta est égal à 1, donc égal à 4,8 T. Donc, pour la liaison OH, on a nu OH égal à 1,51 de Baye et DOH égal à 0,96 angstrom. Donc, le pourcentage ionique dans ce cas, ça va être 1,51 sur 0,96 fois 4,8 multiplié par 100. Donc on trouve une valeur de 32,8%. Donc la liaison OH est de 33% approximativement ionique. Merci et au revoir et à la prochaine.